Yo, yo les Schwab Boys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué, c'est que vous êtes consommateur de contenu YouTube, de contenu sur Internet en général, et vous savez comment ça se passe. En tant que spectateur, une fois qu'on a goûté à quelque chose, on en veut toujours plus. On veut toujours plus de saveur, toujours plus d'impression. On veut bander toujours plus fort en fait. Pour un créateur de contenu sur la plateforme, pour arriver à faire tourner sa chaîne, arriver à vivre de sa passion, je connais seulement deux possibilités. La première, tu es le plus extravagant possible. Tu proposes des contenus toujours plus fous, toujours plus impressionnants. Deuxième possibilité, tu proposes un contenu avec une certaine éducation. Tu transmets quelque chose et les gens curieux te suivent. Et en ce moment, vous l'avez remarqué sûrement dans le YouTube auto français ou dans le mondial en général, ce qui est à la mode, c'est la course aux chevaux. C'est avoir toujours plus de puissance, avoir une caisse toujours plus folle. Et ça fait bander tout le monde. Moi le premier en fait. Probablement que certains d'entre vous attendent que je fasse un truc de fou, un satellisateur spatio-temporel, un dragster, 2000 chevaux, parce que ça impressionne. Mais je peux pas. Au-dessus d'un certain seuil de puissance par litre moteur, c'est plus un combat d'optimisation, de recherche et développement, c'est plus un combat de porte-monnaie. Plus tu as les fonds d'acheter les bonnes pièces aftermarket qui encaissent, plus ton moteur va encaisser, plus ta caisse va encaisser. Tu vois, piston, bielle, bons amortisseurs, bons arbres à cam, bons trucs cloisonnés, bref, tu as compris le délire. Et c'est un combat que je ne peux pas mener. Mais c'est pas grave, parce que quand j'y repense, ma place, elle n'est pas là sur YouTube. Les gens, s'ils sont abonnés, c'est juste pour voir un autiste s'emmerder à tester des trucs chelous, que ça marche ou que ça marche pas. Ma place, elle n'est pas dans l'extravagance. Trêve de bavardage, il est grand temps de vous présenter la nouvelle navette spatiale qui va encombrer cet atelier de fortune. Enfin bon, je vous rassure, je suis pas non plus con à ce point, je vais pas me tirer une balle dans le pied une nouvelle fois. T'as compris que Ford c'était de la grosse merde, donc très clairement cette fois on va prendre une vraie voiture, une vraie bonne base de préparation, une caisse avec de l'avenir tout simplement. Ford et moi c'est terminé. Dubstep. Encore une Ford. Je suis désolé, j'y peux rien, j'ai pas choisi Ford, c'est Ford qui m'a choisi. Appelle ça comme tu veux, opportunité, destin, karma. Tout le monde s'embalèque de ces trucs, ça coûte à rien, ça intéresse personne. On l'a ramenée de Annecy, elle était restée pourrir 17 ans dans une grange. Cosworth Daddy. Cream pie. On l'a ramené avec Romain de Puissance Injection et Damien de FCD Motorsport, préparateur de Cosworth. Ford Sierra. Le seul avantage de ces trucs-là, c'est que c'est des propulsions. Et l'avantage d'une propulsion, c'est que en fait, quand tu accélères, tu as le transfert de masse qui part vers l'arrière. Donc en fait, tu rajoutes même du poids, du grip à l'arrière. Donc ça accélère beaucoup plus fort. Contrairement aux tractions où quand ça lève, les roues avant elles patinent. Donc en fait, c'est complètement contre-productif. Désolé, il n'y avait pas le budget pour des 4 roues motrices, mais en propulsion, c'est déjà un bon point. Malheureusement, ça n'a rien d'une Cosworth. C'est un 1,8 litre Pinto, carburateur, archaïque, périmé comme design, mais c'est d'une simplicité telle que en 2 coups de clé, après 17 ans dans une grange, ça craque. Allez, vas-y, ça vient de là. Là, tout se monte. Ah, c'est bon, c'est monté. C'est bon, tu l'as. J'ai pimpé ta caisse. Simple et efficace. Je peux pas lui enlever ça.
mais on s'en branle parce que ça là, ça va dégager genre très très vite. Au final, ce qui compte, c'est ça. L'état général, il est parfait. La carrosserie, elle est sortie d'usine. Pas un seul pet de rouille sur les arches. L'intérieur, sorti d'usine. Le dessous, ouais non, le dessous, il est pourri par la rouille. Comme dit, elle a passé genre 17 ans dans le noir, dans une grange. La dernière fois qu'elle a tourné, c'était en 2006. Pour te dire, c'est une bonne chose au final parce que du coup, la carrosserie et l'intérieur, ça a été préservé des rayons de soleil qui attaquent la peinture et tout ça. Mais le contre-coup, c'est que mécaniquement, c'est tout pourri. Dessus, là, ce qui a été fait pour l'instant, c'est rapidement, mais genre vraiment très vite fait, le circuit d'eau qui a été un peu décolmaté. Il y avait du solide à l'intérieur. Comparé au Gravillon, c'est franchement confort. Ça fait plaisir de bosser sur une caisse où tu as de la place. Regarde sur les côtés, là, tu peux foutre un turbo du Titanic. Ici aussi, tu as accès à tout. Là devant, tu as de la place de fou. Grave bien. Certains joints et portées de joints qui ont été refaits. Ce truc il est tout mort, comment je le rectifie? Sur un bon marbre bien droit. Ah. Yeah boy. Membrane de la pompe à essence et du ride d'essence tout pourri qui ont été changés. Donc pour ça je remercie Damien de FCD Motorsport, un atelier spécialisé dans le Cosworth qui m'a beaucoup aidé, donc merci à toi. Et ensuite elle a atterri ici par je ne sais quel miracle parce qu'il n'y a encore rien qui va. Ça a traîné un peu parce que j'ai eu des pertes de puissance à certains moments. Ça va, t'es pas tombé en panne? Non, ça va. Mais le son ouais, tourne un peu comme une merde là. Comme une merde, attends, je vais te voir le Tourne truc. bien comme une merde. J'étais comme dans un lit vibrant. Ouais. J'ai dû perdre 1 kilo de gras là, c'est ça. Et là vous allez me demander quel est le plan. Je vais vous le dire moi le plan. Étape 1, on la répare. On la répare, on lui fait passer le CT et j'en profite de rouler un petit peu avec comme ça tel quel d'origine avant de tout zigouiller. Parce que oui, tu te doutes bien que je vais vite me faire chier et qu'elle va pas rester d'origine longtemps. Donc gros swap sa mère en vue. Je vais pas te mentir que le projet de la Fiesta m'a drainé, ça m'a épuisé et je voulais un petit projet facile, plug and play. Je balance un moteur de Cosworth crevé dedans parce que tu vois c'est plug and play, hein, Sierra Cosworth. Et ouais non, le plan il est tombé à l'eau parce que même un Cosworth crevé, j'aurais pu appeler ça le projet Sierra Hesworth, sauf que quand j'ai vu le prix, eh ben non, en fait tu tombes de haut, ça vaut plus la peine de se branler là-dessus. Et de toute manière j'ai glissé sur un fameux site de casse polonaise et j'ai acheté une légende, un moteur légendaire, divin, un chef-d'œuvre de l'ingénierie japonaise, un moteur qui te sort 500 chevaux sans ouvrir. Après le Zetec, je vous présente le VTEC, bloc de Clio RS. VTEC, c'est évidemment une évolution du bloc de Clio RS Zetec que j'avais monté précédemment. Les hommes de culture connaissent un 2,4 litres 2 cylindrés, une des meilleures culasses qui ont jamais existé. Le code c'est RBB3, ça avale tout le boost que tu lui donnes, il y a tout qui rentre, c'est des soupapes énormes, une levée variable des arbres à cames, VTEC, VVT, bref, c'est un bloc qui est absolument incroyable, une perle d'ingénierie et surtout il encaisse 500 chevaux facilement d'origine et si tu as les finances qui suivent, ce moteur te sort 1000 chevaux, 1200 chevaux si tu as envie. Évidemment, comme je vous ai dit, les finances sont limitées et on ne sortira pas dans un premier temps des puissances folles. 500-600 chevaux, je serais déjà très très content. Mais bon, vu que de nos jours, je sais, ça impressionne plus grand monde. Et bien comme je vous ai dit, plutôt que me battre sur le terrain de la puissance brute, j'ai décidé de me battre sur le terrain de la technologie. On est en 2024 et en ce qui concerne les transmissions, personne ne peut me regarder dans les yeux et me dire qu'il shift mieux et plus vite que l'une des meilleures boîtes automatiques actuelles. Au final, quand ils pensent, les boîtes méca maintenant, en fait, surtout pour les grosses puissances,
multipatin, raid à mort, on-off et tout, c'est inconduisible en fait, c'est ultra chiant. Il faut vraiment être un bon pilote pour le faire et pour le supporter. Je ne suis rien de tout ça, mais je suis un fancy boy et on va essayer d'y mettre une boîte automatique, robotisée de chez BMW. J'ai totalement craqué mon slip, j'ai acheté une 8 HP 70, une boîte automatique qui encaisse 1000 Nm et tu n'as même pas le temps de cligner des yeux que ça a passé ses rapports et le tout dans un confort que tu n'imagines même pas. Imagine juste l'insolence. Alors déjà, il y a les vitres électriques, c'est déjà insolent. Mais imagine l'insolence du Tela avec ton vieux béret de grand-père dans une Sierra des années 80. Tu as les palettes au volant, tu as le régulateur de vitesse, tu as le papillon électronique motorisé qui te permet de faire des anti-lag de psychopathe. Et surtout, tu as une boîte de vitesse automatique robotisé qui shift en 50 millisecondes, pied au plancher et qui encaisse 1000 Nm de couple. Ça, c'est ce que je veux pour cette voiture. Mais voilà, je me chie complètement dessus. Je stresse comme un porc parce que je ne sais même pas par où commencer, par où prendre le problème. C'est un domaine qui a été très inexploré encore et bah, tu te doutes bien, il n'y a aucun tutoriel qui va t'apprendre à le faire. Donc, va falloir s'y mettre, va falloir se démerder et si j'y arrive, ça va être une putain de révolution. Ah oui, évidemment, aucune vibration, nulle part dans l'habitacle ne sera tolérée. Je veux plus qu'un slipper, je veux un resto mode, je veux que ce soit mieux que d'origine et surtout, j'espère, peut-être la plus rapide du Mosquito. C'est beau de rêver, mais c'est comme ça qu'on avance. Ouais, je veux un engin de téléportation. Avant de continuer, je tenais à remercier Autodoc de sponsoriser cette vidéo et fournir toutes les pièces de première nécessité pour cette sortie de grange. Ici, on a ce qu'il nous faut pour refaire les freins avec des disques Bosch neufs de qualité. On a des kits de réfection pour les joints des étriers. On a des soufflettes cardan et divers capteurs que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Tu vois, capteurs de cliquetis et tout ça. Tu l'auras compris, Autodoc, c'est un peu la référence en ligne des pièces automobiles. Là, par exemple, je suis sur l'application mobile, bien pratique. Il te suffira simplement de choisir ton modèle de véhicule, tu fais sauvegarder et ensuite tu cherches ta pièce parmi tout un tas de pièces possibles, aussi bien moteur que carrosserie, châssis, etc. Tu vois que tu as le choix entre plein de marques, aussi bien de l'entrée de gamme que des grosses marques comme par exemple Febi ou Ferrodo, bien quali selon en fait ton budget et tes besoins tout simplement. Et tu vois que les tarifs sont super bons, d'autant plus qu'il y a mon code promo Ultimate Making, moins 5% qui est valable en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse notamment. Aujourd'hui, on est le lendemain du jour où j'ai chopé la voiture. Donc je vais essayer de la démarrer par curiosité pour voir à quel point elle est réglée comme une merde. Ça c'est bon, contact c'est bon. Tout est propre en intérieur, franchement c'est magnifique. Elle tourne sur 3 cylindres, elle fait rrrr, tu vois, c'est pas fluide. Et sinon, le compte-tour ne fonctionne pas. J'ai regardé un peu la datasheet, enfin tu sais, le faisceau d'allumage et le faisceau du moteur. Ouais. Et moi je m'attendais à un truc archaïque et simple et en fait c'est chiant, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils avaient leur système E10 là qu'ils ont pas mal réutilisé. Le système E10 qui probablement déconne. Il y a des systèmes de dépression qui vont sur les 10, je sais même pas pourquoi. Il y a des réchauffeurs. C'est pour ta charge, parce que si t'as pas de dépression sur ton truc, par exemple à la décélération ça pétarade, tu sais, t'as besoin d'avoir un peu plus d'avance pour le câble de charge. Ouais, d'accord. Généralement sur les anciens, tu sais, les allumeurs, t'avais un système centrifuge, tu sais, avec des mascottes. Ouais, qui s'écartait. Ouais, s'écartait avec. La dépression. Et là, elle est là, la capsule. Mais il y a même un réchauffeur d'admission, il y a des trucs bizarres, j'ai pas tout compris encore. C'est fréquent sur les carburateur, sur la pile. Eh ben, tu sais, c'est mon premier carbure. Hein. Mais en tout cas, attends, je vais te la démarrer.
Tu vas entendre les 3 cylindres les plus vigoureux des années 80 là. Là, tu as ton starter automatique pseudo. Là, tu as tes conduites d'eau en général, tu vois. Conduite d'eau pour réchauffer quoi? Ça te réchauffe ta pipe d'admission. Et là, en fait, ça vient te chauffer en général. Tu as un système avec un bilame dedans. D'accord. Et en fait, ça vient te régler ton starter. Donc en général, ça l'accélère un petit peu. Tu vois, tu as une cam en dessous là. Comment tu sais tout ça? Parce que j'ai fait plus de carbu que d'injection au final. Ah bon? C'est un peu mon boulot à la base. Et donc tu vois, ça te l'accélère un peu, ça te le cale. Et ça te ferme le volet de starter qui est là. D'accord. Donc ça l'enrichit en fait naturellement. Et quand il chauffe, ton bilame il se décale, tu vois. Et après, il vient te libérer ton truc. Waouh. C'est pour ça que quand tu les démarres à froid, il faut pas que tu démarres la clé direct, il faut juste que tu mettes un coup d'axel. Parce que ton truc, au moins, tu vois, il se remet en position, comme ça. Ça met un petit coup de pompe de reprise, ça aide. Moi je pensais que les carbus c'était débile. Au final, ils avaient fait une technologie assez sympathique. Ils ont bien pensé le truc avec des tirettes partout, des systèmes mécaniques. Bah, ces années-là, Pour essayer d'optimiser un petit peu le comportement d'une injection, mais sur un vieux carbu. Franchement, en fait, moi ça me fascine. Ils ont commencé à avoir les soucis avec la pollution à l'époque. Du coup, ils ont cherché à réduire. Comme là, tu as un système, t'as un double corps dessus, je pense, tu vois. Regarde. Par exemple, tu vois, si j'accélère à fond, ça t'ouvre pas ton deuxième corps, si tu regardes bien. Quel corps? Regarde, là, tu as un premier corps, ici. Ça, c'est le corps du choke. Donc, tu as un premier papillon, ici, et là, tu en as un deuxième papillon. C'est un double corps, ton truc. Et en fait, il vient s'ouvrir avec ta dépression via cet actuateur dedans. Donc, si tu accélères au ralenti, en soi, il ne devrait pas s'ouvrir. Ok, pour pas enrichir comme si tu étais en charge alors que tu ne l'es pas. Non, c'est pour garder ton conduit, il est plus petit. Tu gardes, en n'utilisant qu'un seul corps, tu gardes de la vitesse dans ton conduit, donc tu as une meilleure atomisation de ton carburant en fait. Si tu avais un gros papillon, si tu veux, parce que toi, contrairement à l'injection, en fait, c'est ta dépression dans ton corps qui crée la vitesse et qui crée l'émulsion aussi avec ton mélange essence. D'accord. Quel est le process? Ben, déjà, ce que j'ai l'habitude de dire et qu'il y en a d'autres qui le disent, c'est que 9 problèmes de carburation sur 10, c'est un problème d'allumage ou le reste. D'accord, donc en gros, ces trucs, en général, c'est en fait, t'as relativement... pas, sur le principe, si le carbu est en bon état, t'as pas tant de trucs que tu vas régler. Et tes gicleurs, en soi, c'est ton moteur d'origine, tu t'as pas à les changer. Regardez surtout les bougies, ce qui est important là-dessus, sur les anciens. C'est pas aussi tolérant qu'une injection. Et souvent, les mecs, ils achètent des bougies à Noroto, genre on leur dit, bah c'est ça. Et en fait, c'est pas ça. Ça fait plaisir d'avoir un truc avec de la place. Ah bah, sur les anciennes, c'était pensé pour être bricolé, quoi. Les cams, regarde les lobes, ils sont mangés. Ils sont mangés sur le dessus parce que la lubrification est pas bonne. C'est bien conçu, hein. Ah bon? Non. C'est marrant le ressort de rappel. Ouais, c'est rock'n'roll, hein. C'est monté vachement libre, quoi. Sentais qu'ils avaient envie de faire un arbre à cam en tête, mais pas trop quand même, tu vois. Allez, fais-moi tournoyer ça. Et maintenant, je cherche un repère, c'est ça? Ouais, attends, je vérifie en même temps. Vas-y, tourne. Putain, tout est desserré. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais. Bon, les calages, ça a pas l'air vilain, là. C'est un peu gras, mais bon, vaut mieux que ça qu'autre chose. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez l'acheter en confiance, c'est juste un réglage de carburateur. Je pense qu'à mon avis, elle est peut-être tombée par terre et puis il l'a remontée direct. Un vrai pimp ne change pas les bougies. Un vrai pimp les nettoie et les réutilise jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'électrodes. Ok. Ensuite, on y crame la calamine. Les câbles de bougie, c'est fait, c'est provisoire, c'est tout pourri. Quand je vais les sortir, ils vont s'arracher, mais on va dire qu'on reste positif. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un trait sur le repère de calage et on va caler le distributeur. Mais dis donc, Daddy, comment on cale un distributeur? Les vieux, ils faisaient ça à l'oreille, mais c'est de la merde. Donc en fait, il faut rotater cette tête. Cette tête de Delco, là, ça s'appelle comme ça, non? Ce distributeur, on peut le rotater. Là, il y a une vis en dessous. Et si on la dessert, on peut rotater ce truc, c'est ça? Tu peux le faire tourner de gauche et à droite. Et en fait, ils te donnent des infos sur la RTA. Ils disent, mettons, je sais pas, t'as 10 degrés à 800 tours, capsule débranchée. Et toi, le but, c'est de t'aligner avec ces repères. Ok. Encore. Encore.
Et je monte un peu le ralenti en parallèle. Là, arrête. Tu bouges plus. Ouais. Et monte un petit peu le ralenti. Comme ça, tu compenses. Ouais, je compense. Pas besoin de faire des cartos pour être heureux. Là, on est bon. Pratique de pas avoir de contour. Tu sais là, pas sur quand le- tu le satellises. Alors maintenant que le moteur, niveau moteur, c'est à peu près corrigé, on va dire que la carburation est à peu près bonne, l'allumage est à peu près bon, les bougies regapées, nettoyées, machin, et l'angle d'allumage a été réglé avec la strobo. Donc voilà, ça tourne à peu près bien, niveau moteur c'est bon, mais maintenant c'est une nouvelle voiture et je sais toujours pas ce qu'il y a en dessous, comment ça se présente en dessous, qu'est-ce qu'il faut refaire en dessous, niveau freinage, ça freine rien, mais alors rien du tout. Et tous mes soufflets de cardan, de direction, ils sont tous explosés. J'en profite pour vous partager un peu ma façon de faire quand on se rentre dans un projet ultra complexe où il faut tout refaire de A à Z. Ce que j'ai appris grâce au projet précédent, pars pas en couille tout de suite. Tu sais que tu vas faire un swap difficile, tu sais qu'il y a énormément de travail. Commence pas à déjà tout désosser la bagnole, tout vider, tout machin. Tu vas regarder tout qui est désossé et tu vas te dire « Ah putain, comment je vais faire ?» Et quand tu arrives à là, 90% des gens ils se disent ouais, « C'est mort, t'abandonnes, ça finit sur le bon coin. » Donc, ma façon de faire, tu procèdes par étapes. Comme ça, à chaque étape, tu valides un checkpoint, tu mets ton petit shoot de dopamine. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre la voiture au propre. Non seulement ça me permettra de mieux la connaître, parce que j'ai bossé dessus déjà avant de la swapper comme un gros porc. Et ça me permet aussi, du coup, une fois qu'elle est propre, je me dis « Ah, petit shoot de dopamine, je suis content, la voiture est propre. » Et ensuite, je peux attaquer l'étape 2, sortir le moteur. L'étape 3, mettre le nouveau moteur, fabriquer les supports moteurs. Tu as compris, il y a du taf. Procède par étape et à chaque étape, essaye de valider une petite dopamine, tu vois, parce que sinon, on s'en sortira jamais. Allez, c'est parti. On tombe les roues, on regarde comment ça se présente en dessous. Ok, bon déjà, quand on regarde le disque de frein, bon là il n'est pas grippé, il se grippe une fois sur deux, donc déjà ce truc là il est mort. Mais surtout la taille du disque, regarde-moi ça, franchement c'est la honte. Comment t'arrêtes un véhicule d'une tonne 4 avec un truc aussi naze et un tambour à l'arrière, je sais pas. Et c'est cocasse de constater le design des trains avant. On dirait un design de 205, tu vois, t'as un bras là, alors déjà il est tellement fin, ça fait peur. Et ensuite t'as une barre anti-roulis qui sert en fait de triangle. Ouais, c'est bien pourri par la rouille. Ce truc là complètement crevé. Là-bas tout pareil. Et les suspensions là, les jambes de force, complètement crevées. Ça je m'y attendais. J'ai fait boing boing dessus et on voit clairement qu'il reste que le ressort. Ça amortit plus rien du tout. Mais je vais essayer de gratter GT2i pour avoir des Bilstein B6 de chez eux. Et d'ici quelques mois, je les changerai par des Bilstein, mais pour l'instant, pas touche. En ce qui concerne les triangles arrière, bon voilà, forcément c'est tout rouillé, tout pourri de partout. Mais bon, je me dis qu'avec un bon sablage, ça va le faire. L'arbre de transmission ici. Alors, franchement, j'aimerais bien le garder. Je sais pas combien il encaisse de Newton-mètre. Mais j'aimerais bien le garder. Ah, peut-être qu'un jour, quand je serai riche, j'aurai un pont. Ah, le plus chiant, c'est ça. Ils sont complètement explosés. Explosés là, explosés là-bas. Ces cardans, ils sont horriblement fins. Donc ça, va falloir adapter sûrement des cardans de BM. Ce pont-là, il va exploser. Non, attends, j'ai dit qu'on fait la restauration d'abord. Pas penser au swap. Pas penser au swap. Donc, changer les soufflets ici. On sera déjà pas mal. Donc, ce que je propose déjà... Dégueulasse. Ce que je propose déjà, c'est que dans mes anciennes pièces ici de Fiesta que j'avais en stock, que j'ai pas forcément utilisé, il y avait déjà ces soufflets. Alors ces soufflets, c'était pas les bons pour ma crémaillère de Fiesta, mais j'ose espérer que ça sera les bons pour la Sierra, tu vois, parce que quand on compare,
ça a l'air d'être vraiment plutôt la même chose, tu vois. Et ensuite aussi en ce qui concerne les freins, vu qu'ils ont été immobilisés, pourris et peut-être qu'ils sont tous à moitié grippés, c'est qu'ici j'ai mes anciens étriers pareils de Fiesta. Et à part le support là qui doit pas être le même forcément parce que c'est plus le même déport ni le même anthrax, mais je me dis que, tu vois, là j'ai comparé les deux et je me dis waouh, ça ressemble vraiment beaucoup et j'ai l'impression que je pourrais swapper cet étrier là avec celui-là. Celui-là ça dégage, je le referai quand j'aurai que ça à faire et je mets celui-là. Ok, les soufflets de direction c'est fait, on passe au freinage. Mais attends, mais c'est pas possible, c'est trop facile. Tu vois, regarde, c'est le frein filet d'origine, avec les couples de serrage d'origine, en 2 coups de péteuse ça sort. S'il y a une douille là, c'est presque trop facile. J'ai l'impression qu'en fait cette voiture elle a jamais vu un mécanicien. Bah ouais, c'est ça en fait. Tu sais, en archéologie, on fait ce qu'on appelle des datations au carbone 14. On prélève un squelette, un échantillon, comme ça. On goûte le carbone 14 et on dit, ah ok, il a 5000 ans. Moi, ce que je fais, c'est une datation à la rouille. Tu connais, toi, un mécanicien qui te remet ses goupilles proprement au lieu de tout serrer à la péteuse? Moi, je connais pas. Hein. Ça, c'est les goupilles fortes d'origine. Voilà, les trains sont remontés, les freins sont restaurés. La raison pour laquelle je dis restauré, c'est parce que j'ai tout fait propre, sauf le truc le plus important. Les plaquettes de frein, j'ai remis les plaquettes d'origine qui ont probablement 40 ans, parce que j'avais un problème de garniture sur les plaquettes neuves, tu vois. L'épaisseur de garniture est tellement fat en fait, tellement épaisse, que lorsque je montais sur les disques, ça montait pas. Même avec le piston repoussé à fond, ça ne passait pas sur le disque. Donc voilà, c'est complètement stupide. Pourtant, j'ai tout contrôlé. L'épaisseur des disques, c'est l'épaisseur d'origine. Les étriers, les dimensions, c'est comme les étriers d'origine. Et les plaquettes, bah frère, c'est des plaquettes standards d'origine, quoi. Donc, je sais pas pourquoi. C'est probablement encore une connerie de chez Ford. Donc, vu que les anciennes plaquettes, elles avaient moins de garniture, bah du coup ça passait. J'ai repris ces plaquettes toutes périmées, je leur ai donné un petit traitement de faveur de type surfacique au papier de verre. Comme ça, je remets la surface à plat. Écoute, cherche pas, charte Dura, les consommables seront usés jusqu'à l'os. J'ai remis les plaquettes telles quelles et c'est provisoire parce que de toute façon, dans quelques semaines, je vais dégager les roues, mettre des roues plus grandes avec des freins plus gros, des gros kits, des machins. Donc, c'est juste histoire de rouler avec en sécurité et pas que ce soit grippé. Et donc maintenant, on passe au train arrière. Mais pareil, pour l'arrière, on va bien s'amuser, je pense, parce qu'il va falloir tout tomber, sortir les freins à tambour, les démonter, constater qu'il y a des dinosaures fossilisés à l'intérieur, que c'est tout complètement crevé. Et je vais devoir remonter ça tel quel, me sentir très mal en disant « Ah là là là, j'entends pas ». Et me soulager en me disant « T'inquiète, c'est provisoire ». Parce qu'à la base,
Le plan initial, c'était de virer les freins à tambour et de convertir en freins à disque. Sauf que pour monter des freins à disque là-dessus, il faut que je trouve un kit complet d'étrier, de machin, de Ford Cosworth. Autrement dit, la ressource la plus limitée sur cette planète. Et si tu arrives à trouver un kit de frein arrière de Cosworth avec les étriers, les supports, il va falloir lâcher 1000 balles à un branleur sur le bon coin qui va t'arnaquer. On sort les cardans, on tombe les têtes pour y mettre les nouveaux soufflets en espérant que ce soit les bons et on va tout remonter en disant là j'entends pas, c'est provisoire. Voilà, on se motive, allez, dubstep. Je vous présente avec fierté le Ultimate Potager et aujourd'hui dans ce tutoriel de Ultimate Cooking on va faire de l'agriculture biologique. Yum yum. Oh waouh, celle-là elle est énorme. On l'a peut-être planté un peu trop dense. Ouais, clairement trop dense. T'inquiète. Après avoir récolté les courgettes les plus chubby de ta région, on va en faire des courgettes farcies. Alors là, je sais, c'est le genre de recette qui est certes assez rapide à faire, mais 5 minutes après l'avoir mangé, tu recrèves la dalle. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Après avoir cramé tout l'argent des abonnés pour acheter des pièces polonaises, on se nourrit avec ce qui reste dans le jardin. Donc tu coupes les chapeaux et ensuite avec une cuillère, tu viendras creuser la courgette pour y dégager tous les pépins. Le centre que tu viens d'enlever, tu le remets sur la planche et tu vas le hacher. Voilà, t'en fais vraiment du petit schrap. À cette broyasse, tu rajoutes un oignon que tu haches. Et donc après avoir chialé un bon coup, tu ajoutes genre quelques gousses d'ail selon tes goûts, coupé en petits. Ça dégage dans une poêle avec le téflon qui se barre de préférence. Comme ça, tu vas crever d'un cancer. Voilà. Et ça, tu fais réduire genre 15 minutes histoire de dégager toute la flotte qu'il y aura là-dedans. Tu vois, c'est ça dont je parle. Ça rend plein de flotte et en parallèle de ça, tu prépares de la viande hachée, bœuf, porc, peu importe. Moi, j'ai pris de la farce à légumes et de la sauce tomate. Clairement, les quantités, on s'en tape. Hein. Tu fais ça au feeling et à la couleur. Et puis pareil, hein, t'attends que ça réduise. On va pas se mentir, j'ai craqué mon slip. Je me suis dit que ce plat, il tient tellement pas au corps que j'ai mis du riz dans la pâte. Du coup, j'ai mis du riz mi-cuit pour pas que ça fasse de la bouillie. Et j'espère que ça fera un petit peu de consistance. Et maintenant, on enfourne les dandys, la courgette, pendant, franchement, je sais pas, genre 30 minutes, un truc comme ça. Si la courgette est un peu crunch, c'est pas grave. 200 degrés, on l'oublie. Dégustation. C'est bon. Très bon. Mais j'ai refaim. Tu vois à quoi on est réduit? Bouffer de l'herbe. Oui, c'est bon, hein. C'est bon, mais si vous voulez maigrir, moi si je mange ça, je vais finir plus sec que tout en camon. Je l'ai mise sur chandelle et j'en profite qu'il y a un petit peu plus d'auteur par rapport au sol pour me glisser mieux en dessous et regarder plus en détail comment c'est fait. Commencer à prendre des références sur le pont pour me renseigner un peu comment c'est fait, machin truc, qu'est-ce que ça tient. Et ça m'excite, franchement ça m'excite de bosser sur une nouvelle voiture, surtout un truc en propulsion parce que j'ai toujours rêvé d'avoir ça et j'en ai jamais eu. Mais ce qui m'excite moi, c'est que plus je regarde, plus je constate des trucs que j'ai pas envie de voir. Comme par exemple ça là, regarde-moi ça. C'est complètement pourri ça aussi, mais c'est de la chips, la rouille elle est super profonde, c'est vraiment dangereux genre. Ouais c'est... Ouais, je vais finir par faire un malaise vaginal moi si ça continue. Oh là là là, j'entends pas, je vois pas. Et là, laisse-moi deviner. C'est pas le bon soufflet. C'est pas le bon soufflet. Voilà, tu vois ce que je dis dans chaque vidéo. Mesure ton ancienne pièce avant de commander ta nouvelle pièce.
Moi, je suis un connard de youtubeur, je dois aller super vite. Le truc, c'est que je voulais gagner du temps. Donc, j'ai commandé en me disant que c'est les bons. C'est les trucs qui montent sur les Cosworth. Bah non, j'ai pas une Cosworth, c'est pas les mêmes. Donc, je reste calme, c'est pas grave. Allez, hop, là, j'entends pas. Je remonte ça tel quel, je remets de l'huile de boîte. Et ouais, contrôle technique validé, t'inquiète même pas. Regarde, il est neuf le cardan là. Nickel, nickel. J'ai remonté le moyeu et en forçant avec les vibrations et tout ça, il y a tout, tout le plastique du pare-boue qui est tombé, c'est désintégré. Tout est complètement, mais c'est full cuit, genre il n'y a plus rien qui tient. Tu vois, regarde-moi ça. J'ai essayé aussi de remplir la boîte de vitesse là-bas. En fait, quand j'ai sorti le cardan, il n'y a rien qui a coulé. Elle est complètement à sec. J'ai essayé de remettre, il y a tout qui a coulé par terre dans la bassine. Parce qu'en fait, les joints spi sont complètement cuits aussi. En fait, en démontant cette voiture, comme je vous ai dit, ça me permet de la connaître un petit peu. Et ce que j'ai découvert, autant à l'avant qu'à l'arrière, c'est que toutes les vis ont le frein filet d'origine Ford et sont serrées au couple d'origine Ford. Les goupilles sont d'origine. Quand tu regardes les vis ici, pour les pare-boues qui couvrent les suspes, pas un seul tournevis ne les a vus de leur vie, tu vois. Et ça ment pas, parce qu'en général, c'est le premier truc qui se foire et qui se change. Donc voilà, verdict, ça aurait pu être une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a évité des tonnes de vis cachées qui auraient pu être causées par l'ancien proprio ou d'anciens mécanos qui auraient bossé dessus. Ça arrive, hein, comme sur la Fiesta, des tonnes de dingueries colmatées à la patte. Mais au final, c'est une mauvaise nouvelle parce que j'ai grave sous-estimé la merguezitude mécanique de cette voiture. À part la carrosserie et l'intérieur, il n'y a rien qui est sauvable. Les années passent et il n'y a pas une seule pièce qui a été mise au propre. Donc, un petit plot twist, mais bon, c'est toujours comme ça de toute façon. Et comme je dis toujours, une bonne Ford, c'est une voiture sans pièces Ford. Donc, tu te doutes bien que le pont, je vais mettre du BM, la transmission de BM, boîte de BM. Donc, au final, pourquoi mettre 3000 balles de pièces pour la restaurer, la remettre à neuf, tout ça pour la swapper un mois après? Voilà. C'est provisoire, je fais ce que je peux, tu vois, mais ouais. Maintenant, on en arrive à l'étape de la purge des freins avec du liquide de freinage frais. Et pour ça, je vais vous présenter un petit kit qui vaut absolument rien et qui te permet de purger tes freins tout seul. C'est tout con. Ce truc, ça te permet même de faire tes freins, ta purge sur un bord d'autoroute. Tu as besoin juste d'un pneu, en fait, ta roue, tu branches dessus et ça va tout simplement mettre de la pression dans ta cuve de freinage. Et ensuite, tu ouvres ton téton de purge et le fluide il va couler et se vidanger. Ensuite tu... Gouzi, mon oui, mais oui, t'es tout chubby toi. Et ensuite, donc je disais, tu complètes avec du fluide neuf et propre. Sans en foutre de partout. Oh là. Et tu repurges. Ok, pas mal. Là, c'est tout propre. Et c'est une technique qui va super vite et qui est super simple. C'est Mich en fait. Le mec qui m'a appris à faire ma première distribution dehors dans la rue, à Villeurbanne, qui m'a présenté cet outil. Et depuis, c'est ultra pratique en fait. Tu laisses dégueuler jusqu'à ce que ce soit à peu près propre. Voilà, le fluide est neuf, c'est tout nickel. Et tant qu'à faire, on va partir sur des bonnes bases. On va tout vidanger, le moteur, le système de refroidissement et tout ça. Il s'avère que quand on a récupéré cette voiture, c'était il y a plus d'1 an en fait. Et en juillet dernier, il me semble, j'avais vidangé le fluide d'origine. Et il avait à moitié gélifié. Tu sais, il y avait des gros blobs solides en fait dans le système. Et ça avait colmaté dans la pompe, dans le radiateur et tout ça. À 17 ans, tu vois, ça pardonne pas. Et donc j'avais vidangé. Et depuis, Damien a changé la pompe à eau. Et là, quand j'ai refait la vidange, en fait, il y avait juste de l'eau. Donc, je pense qu'il avait balancé de la flotte juste en attendant, tu sais, pour que ça tourne, pour dépanner. Et maintenant, on va changer le fluide. J'ai de la motule, mais c'est une ressource précieuse. Je la réserve pour le K20, faut peut-être pas déconner quand même. Et donc, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Liquide EcoPlus, ça tourne dans ma caisse, ça marche super bien. Pour un véhicule d'origine... ça marche super bien.
Le seul truc qui est bien chez ces vieilles Ford, c'est que ça se purge tout seul. Et le système est fait de telle sorte à ce que ça se remplisse par le bas, ça chasse les bulles et c'est super facile à purger. Tu as juste à faire un tour de chauffe ou même attendre une nuit ou quelques heures et ton système il est purgé. Donc c'est pas comme Citroën, là chez PSA c'est un merdier sans nom. T'as des tonnes de purgeurs, tu sais jamais quand c'est purgé, quand il reste des bulles, moi ça me gonfle. Donc voilà, je rends à César ce qui est à César, au moins Ford ça se purge bien. Hein, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a des trucs translucides? Putain, dis-moi pas qu'il y a de la flotte dedans. Ah, c'est quoi ce bordel? Tu vois les poches? Regarde, c'est de la flotte. Tout ça, c'est de la flotte. Putain, mais c'est invisible. Ça s'est mélangé à l'huile, genre. C'est quoi ce bordel? Bah non. Je te jure, je suis en dépression, là. Ah, je vais prendre les compressions. Je disais que j'allais prendre les compressions en début de vidéo avec Daddy, mais au final, on a tout remonté, on n'a pas pris les compressions. J'aurais peut-être dû commencer par ça, en fait. Dis-moi que c'est pas ça. Au pire, si c'est un joint de culasse. Si c'est un joint de culasse. Au pire, je me chauffe, je le change. Compression 4, 12, 6, 4. Et la moitié de l'huile moteur, c'est de l'eau. J'étais complètement stupide parce que ce que tu fais normalement au début, je l'ai fait à la fin parce que je pensais que ça a déjà été fait en fait, alors que pas du tout. Donc il doit y avoir des énormes dingueries dans le bloc. Fissure à cause du gel, elle a passé l'hiver dehors et avec de l'eau, je sais pas, tu vois, je sais pas, mais il n'y a rien de sauvable, ça c'est sûr. Et la morale, c'est que peut-être que quand tu récupères une caisse qui a passé 18 ans dans une grange, c'est peut-être pas pour rien qu'elle était là finalement. Donc ouais, un peu naïf et cette vidéo, on peut dire que c'est un échec total et je déteste, ça me dévaste de finir en fait une vidéo sur une note aussi négative. Moi je voulais, tu vois, passer le CT, hop, la voiture elle roule, on la swap. En soi ça change rien au plan initial, à part le fait que j'avais prévu de faire une sorte de petit road trip avec ou des bails comme ça. Mais non, j'ai pas eu ma dopamine, juste du bon gros sel iodé tout du long. Et roulé avant miraculeusement, donc là je suis allé faire un tour là et pareil, l'embrayage terminado. La pédale est morte vraiment sur le dernier millimètre, sur la toute fin. Ça veut dire que toute l'épaisseur du disque, elle a rétréci, donc toute la course elle sert juste à rien du tout. De toute façon on n'est plus à ça près. Mais s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas leur enlever à ces vieilles voitures, c'est que tu as l'impression qu'elles te laisseront jamais en panne. La caisse, elle a un cylindre sur les trois, les arbres à me bouffer 15 degrés de travers sur l'allumage et de l'eau à la place de l'huile. Et la voiture, elle roule encore, elle tourne encore. Et ça relève du mystique. c'est mystique. Mais bon, peu importe. Comme je vous ai dit, au pire, c'est pas grave. La renaissance ne sera que plus puissante. Parce que dans la prochaine vidéo, je sais, vous, ce qui vous intéresse, le swap, c'est la prépa de ouf qui va arriver. Et prochaine vidéo, K24.